Bonjour, aujourd'hui on va faire un petit cours sur l'ECG. C'est un petit cours parce qu'on va parler de plein de choses, les troubles de conduction, les troubles du rythme et les troubles de la repolarisation. Donc c'est vraiment survoler tranquille. Mais pour parler de l'ECG, il faut visualiser l'ECG, il faut visualiser physiologiquement ce que c'est au niveau du cœur. Donc déjà, le cœur, c'est une pompe c'est même deux pompes, le cœur droit et le cœur gauche, qui servent à envoyer le sang dans tout l'organisme. Et comment ça marche? Le sang, il arrive dans les petites oreillettes, il remplit passivement le cœur, là, qui se laisse détendre, comme ça. Une fois que le cœur est à peu près rempli, les oreillettes, elles se contractent et elles poussent le sang dans le ventricule pour finir de le remplir. Ensuite, le ventricule, il se contracte de façon homogène, il va serrer, les petites valves se ferment, il serre, il augmente la pression dans le cœur. Une fois que la pression elle est supérieure à la pression diastolique, la valve aortique s'ouvre et il envoie tout dans l'aorte et dans le reste de l'organisme pour irriguer. Et c'est comme ça que ça marche la pompe. Ensuite, ça revient aux oreillettes, etc. Et qu'est-ce que c'est que le CG là-dedans? Eh bien, c'est le chef d'orchestre de toute cette organisation. Il va permettre de donner le signal. Donc ça commence avec le nœud auriculo-ventriculaire, qui est un peu le métronome du cœur, qui va lui dire toutes les secondes, t'envoies un battement. Ce nœud-là, donc il sert qu'à ça, il sert à faire le métronome. Il envoie le signal aux oreillettes pour faire la contraction auriculaire. Il l'envoie un petit peu en Wi-Fi à travers les oreillettes. C'est pour ça que le signal est assez lent. Ça va faire l'onde B. L'oreillette se contracte et là le ventricule il va pas se contracter tout de suite derrière parce qu'on va pas faire comme ça. L'oreillette se contracte, elle remplit le ventricule. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le nœud auriculo-ventriculaire, il sert à marquer une pause, que la systole auriculaire se fasse correctement. Il sert à faire le filtre aussi, c'est pour ça que quand on passe en FA, il y a plein de signaux, etc. Mais le nœud auriculo-ventriculaire, il filtre. Il dit OK, machin. Et ensuite, il envoie le signal dans des voies de conduction rapide qui s'appellent les branches de His et le faisceau de Purkinje, qui est vraiment du câblage électrique qui envoie le signal. C'est pour ça que le QRS, il est tout grand et tout fin, parce qu'il va envoyer le signal très très vite pour que toutes les cellules du myocarde aient le signal en même temps qu'il faut se contracter et qu'il faut envoyer la purée. Ensuite, le cœur se contracte, puis après il se décontracte. Donc on a une petite pause, le segment ST. Ensuite, on a la repolarisation, qui est l'onde T. Donc on revoit ça là. L'onde P, c'est le signal dans les oreillettes. Le ventricule se contracte. Le faisceau de His fait une petite pause pour laisser la contraction auriculaire. Ensuite, on envoie à haute vitesse le signal dans les ventricules qui se contractent. Et puis ensuite, ils se décontractent. Donc, c'est important de savoir qu'il y a un effet hémodynamique de cet ECG. Déjà, parce que c'est lui qui garantit la systole auriculaire, qui participe à 10% au remplissage du myocarde. Ça a l'air de rien comme ça, mais quand le myocarde est tout pourri, eh ben on en a besoin. Et puis ensuite, le débit cardiaque, il ne faut pas oublier que c'est donc le volume d'éjection du cœur multiplié par la fréquence. Donc du coup, si on augmente la fréquence, ça peut aider parce que ça va augmenter le débit cardiaque, mais si on augmente trop la fréquence, on n'aura plus la systole auriculaire efficace, on n'aura plus un bon remplissage et on va perdre en éjection ventriculaire et on va fatiguer le cœur. Et il faut se rappeler un petit peu de tout ça quand on interprète un ECG, parce que l'ECG et la rythmologie, c'est de l'hémodynamique. Voilà, donc ça c'était les petits rappels de base avant d'attaquer le gros du sujet. On va commencer facile par les troubles de conduction. Les troubles de conduction, c'est quoi? C'est un blocage sur les voies de conduction intracardiaque, donc tout ce réseau électrique qui fonctionne. On n'a pas forcément de médicaments pour les réparer, ou de médicaments pour accélérer, ça va être genre l'Isuprel,
l'atropine, ce genre de choses, mais c'est des médicaments qui vont être transitoires. Et donc après, si vraiment les voies sont abîmées et qu'il n'y a pas de cause réversible, eh bien le traitement, ça va être le pacemaker. Alors en 1, on a la dysfonction sinusale, donc le petit pacemaker, enfin le petit métronome qui ne fonctionne plus. Qu'est-ce que ça donne? Ça va donner une bradycardie, mais avec toujours les ondes P, l'espace PR et le QRS normaux, parce qu'en fait, c'est juste le nœud sinusal qui est ralenti, mais tout le reste fonctionne correctement, donc après, tout le reste de l'ECG a la tête normale, quoi. Et il peut carrément faire des pauses ou carrément s'arrêter. C'est plus embêtant. Voilà, des petits exemples de dysfonction sinusale. Ensuite, on a les blocs auriculo-ventriculaires, BAV, que d'autres appellent BAV. Donc il y en a 4 types. Donc là, c'est des blocages au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, donc ce petit nœud qui est censé faire le filtre entre les oreillettes et le ventricule pour que ça aille pas trop vite. Donc le BAV1, ça va être juste un allongement de cet espace PR, donc entre l'oreillette et le ventricule. Ça n'a pas de grosse incidence hémodynamique ou rythmique. Tant qu'on reste là-dessus, on s'en fiche, on le traite par du mépris. Il ne faut pas oublier que c'est le début d'une lésion des voies auriculo-ventriculaires. Donc si par exemple le patient est diabétique, il est de bon ton d'équilibrer son diabète avant de continuer à altérer ses voies, ses faisceaux électriques. Le BAV2 Mobitz 1, en fait, ça va être un allongement progressif de l'espace PR jusqu'à ce qu'il bloque et qu'il revienne à la normale. Donc là, on voit bien sur l'image, on a les QRS qui s'allongent, qui bloquent, qui reprennent. Donc ça, c'est pas très grave, en particulier si c'est la nuit ou si c'est le jeûne ou dans un contexte vagal. Il faut juste vérifier qu'à l'effort, le cœur s'accélère normalement. Tant qu'il n'y a pas de malaise, qu'il n'y a pas de syncope, etc., en fait, on ne s'en occupe pas. C'est un trouble de bas grade. Par contre, le BAV2 Mobitz 2, là, on s'en occupe. Il n'y a pas d'allongement du PR et des fois il bloque. Et le BAV3, là, c'est grave. Bon, j'ai mis une petite tête de mort. Il faut le prendre en charge. En fait, là, le nœud auriculo-ventriculaire ne fonctionne plus du tout. Il n'y a plus de communication entre les oreillettes et les ventricules. Ils ne s'écoutent pas l'un l'autre. Donc en fait, les oreillettes, elles vont taper normalement avec le petit métronome. Tac, tac, tac. Généralement un petit peu rapide parce qu'elles ne sont pas complètement idiotes, elles se rendent compte qu'il y a un problème. Donc on va avoir des ondes P bien régulières entre elles. Et on va avoir des QRS bien réguliers entre eux, mais qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ça, c'est le BAV3. Et ça, c'est une urgence. Donc, soit on trouve une cause, genre une hypercalémie, des trucs comme ça, soit il faut traiter avec un pacemaker et il faut le surveiller en réanimation. En fait, pourquoi on a des QRS alors qu'il n'y a plus de communication entre les oreillettes et les ventricules? Et ça, c'est simple, c'est parce que le cœur, il n'est pas bête, il n'a pas très envie de mourir avec le reste. Donc, s'il n'entend plus les oreillettes, qu'il n'entend plus rien du tout, il y a des cellules qui peuvent se transformer en cellules métronome pacemaker. Des cellules qui n'ont pas cette fonction initiale. Donc, elles vont être plus lentes que les cellules normales, elles vont avoir du mal à s'accélérer à l'effort. Font ce qu'elles peuvent, en fait, c'est vraiment les remplaçants, quoi. Plus ces cellules vont être hautes, situées vers le nœud auriculo-ventriculaire, et plus le rythme va être rapide et le QRS va être fin parce qu'il va rapidement regagner les voies de conduction normale et voilà. Mais des fois, les cellules remplaçantes, celles qui prennent le relais, ça va être des cellules un petit peu éloignées dans le cœur, au niveau du ventricule. Là, ça va donner un rythme très lent, mais avec des QRS tout larges, parce que du coup, ils ne passent pas par les voies de conduction normale. Il arrive aussi qu'il n'y ait pas du tout de cellules remplaçantes et que du coup, le BAV se transforme en asystolie. C'est pas très bon signe. Un petit mot sur les blocs de branche. Donc, c'est pas hyper grave, mais pour comprendre ce que c'est, c'est un blocage sur les voies de conduction rapide du cœur.
Donc elles peuvent arriver sur la branche droite, ça va donner un bloc de branche droite. On le reconnaît parce que ça va faire un espèce de M plutôt sur les dérivations droites, donc V1, V2. Ça peut être un bloc de branche gauche. Donc là, on va avoir un aspect de M et d'élargissement plutôt en V5, V6, en D1 et en AVL, donc en latéral. En fait, on le voit parce que le QRS, au lieu de monter franchement tout droit, rapide, il va monter un peu empâté parce que ça prend plus de temps d'aller dépolariser. Et donc là, l'effet hémodynamique, eh bien, c'est que le cœur, au lieu de se contracter tout en même temps, il va contracter un bout puis l'autre, donc il va perdre en efficacité. Ça peut être embêtant quand on a déjà un cœur qui n'est pas très bon. On peut aussi avoir des blocs sur les hémibranches gauche. Donc on peut avoir un hémibloc antérieur ou un hémibloc postérieur. Un hémibloc gauche antérieur, un hémibloc gauche postérieur. Il n'y a pas d'hémibloc sur la voie droite. Par contre, on peut avoir un bloc de branche droite plus un hémibloc, plus un BAV1. Et ça, c'est pas bon. C'est que tout est abîmé. Et ça mérite un petit pacemaker aussi. Bon, la systolie, on n'insiste pas, mais c'est pas bon. Voilà, je vous avais dit, on survole rapido quoi. Pour ce qui est des troubles du rythme, il y en a plein. Pareil, il y en a à tous les étages. Donc à l'étage auriculaire, on va avoir la tachycardie atriale, la fibrillation atriale et le flotteur. Au niveau jonctionnel, la tachycardie jonctionnelle, TJ, maladie de Bouvray, etc. Il y a plein de noms. Et au niveau ventriculaire, il y a les extrasystoles. D'ailleurs, il y a des extrasystoles aux autres étages, hein, j'ai oublié de le mettre. La tachycardie ventriculaire, la fibrillation ventriculaire et puis la torsade de pointe. Alors, la tachy atriale, c'est quoi? Eh bien, c'est un petit groupe de cellules dans l'oreillette qui s'est dit, tiens, moi aussi, je vais faire le pacemaker comme le nœud sinusal. Je vais le faire plus vite. Donc, si je le fais plus vite, ben, en fait, je vais endormir le nœud sinusal qui se dit, bah, il y a déjà des battements, moi, je fais rien. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une onde P qui n'a pas tout à fait la même forme que l'onde P normale, puisqu'elle ne va pas naître du bon endroit dans le ventricule, donc ça ne va pas faire le même vecteur. Donc elle peut être à l'envers, en D2, D3, alors que normalement elle est à l'endroit. Elle va être plus rapide, et puis l'espace PR va être modifié aussi, puisque forcément, si elle n'est pas au nœud sinusal, le temps pour arriver jusqu'au nœud auriculo-ventriculaire va être plus court. Donc ça va modifier tout ça, mais après le nœud sinusal, ça va passer par les voies de conduction normales, et du coup on va se retrouver avec des QRS fins normalement. La fibrillation atriale, c'est quoi? Alors là, c'est toutes les cellules de l'oreillette, elles se disent, tiens, moi aussi, je vais faire ma vie, je vais faire ce que je veux, je vais envoyer des signaux, boum, boum, boum. Et alors là, c'est la cacophonie. Donc, ce qui se passe, c'est que l'oreillette, en fait, elle a jamais le signal qu'elle doit se contracter. Donc, il n'y a plus de systole auriculaire. Elle est là. Le nœud auriculo-ventriculaire, lui, il va faire le tri, il va dire, oulala, je reçois beaucoup trop de signaux, je vais m'en laisser passer de temps en temps. Donc, ça va être irrégulier. Mais je vais ralentir. Si j'en reçois 400 par seconde, j'en envoie pas 400 par seconde. Donc ça va être rapide, ça va être irrégulier. Il n'y a pas d'onde P où il y en a des un peu qui ressemblent à rien. Il n'y a plus de systole auriculaire. Et puis généralement le nœud auriculo-ventriculaire il est plus perméable quand on est jeune. Donc les FA vont être très rapides. Et puis en vieillissant ou avec les médicaments pour bloquer, on va pouvoir ralentir un petit peu la fréquence de la fibrillation atriale. Donc voilà le CG. Donc après pareil, ça passe par les conductions normales. Donc on a un ECG, un QRS qui est fin et qui est comme d'habitude. Les complications, ça va être embolique, hein, vu qu'on n'a plus de systole auriculaire. En fait, on a du sang qui va stagner dans les oreillettes, qui va stagner dans l'auricule, qui va faire des caillots, puis qui risque de partir. La tachycardie, ça va abîmer le cœur, toute cette contraction anarchique, ça va le dilater, ça va créer des insuffisances cardiaques. Et puis ensuite, il y a toute la iatrogénie avec les médicaments qu'on va mettre pour ralentir, parce que c'est des médicaments, c'est pas complètement anodin.
Le flutter, c'est quoi? Eh bien, c'est presque la même chose que l'AFA, mais c'est plus organisé. C'est un circuit qui tourne dans l'oreillette. En gros, il y a un court-jus, quoi. Il y a un court-circuit, un petit faisceau électrique qui ne devrait pas exister. Donc soit on a été opéré et du coup c'est sur la cicatrice, soit c'est pas de bol, c'est comme ça. Et donc le circuit tourne dans l'oreillette à 300 battements par minute. Donc on va avoir une activité électrique très organisée, qu'on appelle en toit d'usine, parce que c'est vraiment le circuit tourne, donc le vecteur fait comme ça. L'oreillette va pas se contracter mieux que dans la FA, vu qu'elle tape à 300 par minute. Et du coup, elle va avoir une contraction anarchique qui va faire des troubles emboliques également. Et le nœud auriculo-ventriculaire, il va laisser passer le signal. Alors comme il n'a pas un signal complètement anarchique, il va en laisser passer 1 sur 2 ou 1 sur 3, et donc on va avoir un multiple finalement de 300. Chez les jeunes, quand il est très perméable, il peut passer à 300 par minute, et ça se passe pas très bien. Ça, c'est un petit exemple de fibrilo-flutter. On ne sait pas trop, c'est organisé, c'est pas organisé. Ça, en fait, c'est plutôt de l'AFA. Ça n'a pas une gueule de flutter, c'est pas très bien organisé. Mais enfin, si vous ne voulez pas vous tromper dans le dossier, vous mettez fibrilo-flutter. Comme ça, vous n'avez rien dit, mais vous avez dit les deux. Vous avez les points. La tachycardie jonctionnelle, qu'est-ce que c'est un court-circuit au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. En fait, il y en a deux types. Il y a soit ce court-circuit au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, donc il va tourner, et il va envoyer le signal vers le nœud sinusal, donc il va l'éteindre, et ça va donner une onde P, mais qui va être négative puisqu'elle remonte, et il va envoyer le signal vers les ventricules, donc ça va être un QRS fin, et il va les envoyer en même temps. Donc l'onde P, elle peut être après le ventricule, à l'envers, elle peut être dans le ventricule, on ne la voit pas, ou elle peut être juste avant et il n'y a plus d'espace PR, donc on voit qu'elle n'est pas normale. C'est assez facile à reconnaître parce que c'est un court-circuit qui est assez classique et qui tourne à 170 battements par minute. Si on a un doute, ou dans tous les cas, on fait des manœuvres vagales qui vont ralentir le nœud sinusal et qui vont casser la tachycardie jonctionnelle. Si ça ne marche pas, on peut faire de la striadyline qui n'existe plus, donc du crénosin. Il y a une autre façon de faire une tachycardie jonctionnelle, c'est en ayant un court-circuit, donc un faisceau électrique qui ne devrait pas exister. C'est une voie accessoire qui passe sur le côté du ventricule, et du coup, quand le QRS quand le ventricule reçoit son signal à son petit QRS, le QRS il peut remonter par la voie accessoire, revenir au nœud auriculo-ventriculaire qui dit « Ah tiens, de nouveau un signal !» et il renvoie, et il renvoie, et il renvoie. Du coup, sur le CG de base, on voit cette petite voie accessoire, c'est l'onde delta du faisceau de Kent, et ça donne des tachycardies jonctionnelles. J'ai oublié d'envoyer le CG. Donc ça, c'est le CG. On voit bien des petites montées négatives en D2, D3, donc là où elles devraient être positives, qui arrivent juste après le QRS, et des QRS qui sont fins à 170 battements par minute. La tachycardie ventriculaire, c'est des petites cellules ventriculaires qui se disent « Tiens, c'est notre tour, c'est notre moment de briller, c'est notre moment de gloire, on va faire le pacemaker. » Mais comme elles n'ont pas trop l'habitude et que c'est pas leur rôle, elles font ça n'importe comment. Généralement, elles font ça très rapidement. En plus, elles sont pas sur les voies de conduction rapide, donc elles font ça sur le côté. Du coup, le signal, il va regagner les voies de conduction après, mais il va pas contracter de façon homogène le cœur. Donc on a un myocarde qui va se taper une tachycardie ventriculaire, donc il va être rapide, avec une contraction qui n'est pas homogène, et c'est pour ça que c'est pas très bien toléré. D'autant plus qu'il existe des tachycardies sur cœur sain, généralement ça se passe bien, mais la plupart des TV qu'on voit aux urgences, etc., en fait, si le cœur est passé en tachycardie ventriculaire, c'est qu'il y a quelque chose il y a une épine irritative, il fait ça sur une séquelle d'infarctus, et donc passe sur cœur sain.
Donc on a un cœur malade qui tape trop vite et de façon désorganisée. Donc c'est pas bon. Alors il y a plein de critères pour reconnaître une tachycardie ventriculaire d'une autre tachycardie que je viens de décrire, parce qu'il arrive que les tachycardies atriales et jonctionnelles tapent tellement vite que les voies de conduction n'arrivent pas à suivre derrière et donc créent un bloc de branches fonctionnelles et élargissent les QRS. Donc on peut avoir une tachycardie supraventriculaire avec des QRS élargis qui pourrait ressembler à une tachycardie ventriculaire. Donc il y a plein de critères pour trouver la tachycardie ventriculaire. On va pas les voir dans ce cours parce que c'est trop spécialisé. Néanmoins, si vous arrivez à repérer des ondes P régulières dans le CG en tachycardie ventriculaire, parce qu'en fait la TV elle est là, mais le nœud sinusal il continue de faire son petit rythme tranquille. Donc si vous arrivez à repérer des oreillettes qui sont comme un BAV régulières entre elles et qui n'ont rien à voir avec les ventricules, ça c'est une TV, c'est sûr. L'autre truc c'est quand c'est tout positif de V1 à V6 ou tout négatif, ça aussi c'est sûr, c'est une TV. Le reste des critères ils sont un petit peu compliqués, ça relève de la spécialité. L'autre chose c'est donc le crénosin. Quand on fait du crénosin, ça bloque le nœud auriculo-ventriculaire, donc ça fait rien du tout sur la TV. Ça casse la tachycardie jonctionnelle et ça ralentit la tachycardie atriale ou la tachycardie à l'étage auriculaire, ce qui permet de démasquer la ligne de base et de voir un petit peu si c'est un flotteur, si c'est une EFA, si c'est autre chose. Après, il arrive que ça fasse rien sur les autres tachycardies, ça ne veut pas dire que c'est une TV. C'est grave la TV. La fibrillation ventriculaire, c'est grave aussi. En gros, c'est des cellules ventriculaires qui se mettent à faire mais n'importe quoi. C'est comme la fibrillation atriale, il y a des signaux de partout dans le ventricule et du coup il n'y a plus de contraction, il n'y a plus de... c'est complètement anarchique, donc c'est un arrêt cardiaque. C'est quand même un arrêt cardiaque de meilleur pronostic que la systolie, d'une part parce que ça se choque, c'est bien, et d'autre part parce que probablement il y a une petite contraction qui persiste. Voilà, mais je ne suis pas à l'intérieur d'un cœur au moment d'un arrêt. Ça aussi, c'est une fibrillation auriculaire qu'on dit fibrillation ventriculaire à grosse maille. Il ne faut pas trop rater. Mais globalement, si vous avez un doute, vous vous choquez. C'est grave. La torsade de pointe, j'en dis un mot parce que ça peut ressembler à la fibrillation ventriculaire, mais ça vient, ça repart, ça peut s'arrêter spontanément. Si ça ne s'arrête pas, ça peut dégénérer en fibrillation ventriculaire. En gros, ça ressemble à rien, mais ça fait une sorte de sinusoïde. Mais surtout, ça arrive dans un contexte particulier de bradycardie et de QT long. Et donc là-dessus, il ne faut pas mettre de corde à Ron, parce que la corde à Ron, ça fait quoi? Ça ralentit et ça augmente le QT. Donc ça, c'est une faute qu'on voit classiquement, malheureusement. Le type qui a fait une fibrillation ventriculaire récupérée, qui se tape le pouce-seringue de corde à Ron et qui finit en orage rythmique qu'on choque 50 fois dans la nuit. C'est pas bon du tout. Ce qu'il faut, c'est traiter la cause de pourquoi il est bradycarde avec des ondes, un espace QT très augmenté. Il faut mettre du sulfate de magnésium, ça stabilise les membranes et ça marche hyper bien. Globalement, le sulfate de magnésium, ça marche hyper bien sur tous les troubles du rythme. Puis ça mange pas de pain, donc il ne faut pas trop lésiner. Et puis il faut accélérer, donc soit avec de l'Isuprel, soit avec une sonde d'entraînement. Et ça vous règle le problème. Un petit mot sur les extrasystoles. Donc les extrasystoles, elles peuvent arriver sur à tous les niveaux du cœur, auriculaire, jonctionnel, ventriculaire. Et en fait, on va les reconnaître parce que maintenant, c'est lire le CG, on est bien content. Elle arrive au niveau auriculaire, du coup, elle change juste la tronche de l'onde P et l'espace PR, puisqu'elle n'arrive pas du nœud sinusal comme d'habitude. Puis après, ça prend les voies de conduction normales. Ça va aussi, elle va pas arriver au bon moment du rythme cardiaque. Donc on va avoir un rythme irrégulier à cause de cette extrasystole. Si elle arrive au niveau jonctionnel, elle va
éteindre le nœud sinusal qui va recevoir le signal. Donc on va avoir des QRS fins sans onde P. Et puis ensuite derrière on va avoir le repos compensateur parce que le nœud sinusal, lui, il continue sa petite vie à son rythme. S'il n'a pas eu le battement au milieu à cause de l'extrasystole, bah, il a annulé le battement, mais on reprend à la place qu'on avait prévu, quoi. Et puis l'extrasystole ventriculaire, et bien là, on va pas avoir d'onde P, puisque ça vient pas des oreillettes. On va avoir un QRS donc précoce, élargi, puisqu'il ne naît pas des voies de conduction normales. Donc soit il a une tête de bloc de branche 3 parce qu'il vient du ventricule gauche, et donc il y a un retard droit. Soit il a une tête de bloc de branche gauche parce qu'il vient du ventricule droit et qu'il y a un retard gauche. C'est plus embêtant les extrasystoles quand ça vient du ventricule gauche et donc ça a une tête de bloc de branche 3. C'est aussi plus embêtant quand ça vient à l'effort. Et puis c'est plus embêtant quand on est plein de facteurs de risque. Ça, c'est un petit bigéminisme. Voilà, on en a fini avec les troubles du rythme. Les troubles de la repolarisation. Alors ça, c'est vraiment pas ma came, mais je vous fais un mini topo. Avec les définitions ECG, le sus-décalage du segment ST, donc il faut qu'il y ait au moins 2 dérivations d'un même territoire. Et ça, c'est important, c'est pas une dérivation comme ça, le truc qui est en biais, gna gna gna. Il faut que ça fasse plus de 1 mm, sauf en V2, V3, il faut que ça fasse 1,5 chez la femme et 2,5 mm chez l'homme de plus de 40 ans. On parle d'infarctus avec sus-décalage du segment ST quand il y a un miroir de l'autre côté, donc il ne faut pas oublier de regarder s'il y a le miroir. Le sous-décalage, c'est pareil, c'est 2 dérivations d'un même territoire. Donc si vous avez D1 et V2, on s'en fout. On le verra après, mais les territoires AVR, ça compte pas. Et il faut que le sous-décalage soit horizontal ou descendant. Mais les ondes T négatives, il faut que ça fasse plus d'1 mm. Quand le QRS est positif, donc typiquement en AVR, elle va être négative l'onde T, c'est normal. C'est la dérivation qui est ici. Enfin, je sais pas sur la caméra. Bref, c'est à l'envers, quoi, le signal. AVR, il est tout le temps à l'envers. Et enfin, les ondes Q, c'est pareil, sur 2 dérivations adjacentes, mais il faut qu'elles fassent plus de 30 millisecondes, donc quasi un petit carreau, et plus d'un quart ou un tiers du QRS. D'accord? Si elles sont toutes minuscules, on s'en fiche. Il y a des ondes Q aussi physiologiques. Les ondes Q, globalement, c'est des anomalies de la dépolarisation, pas de la repolarisation, et c'est une séquelle. Donc c'est trop tard, quoi. Le territoire, eh bien, on fait un ECG 18 dérivations pour couvrir tout le territoire. Je trouve que c'est plus clair sur cette excellente diapo. On a tout le territoire antérieur qui va être en bleu, le territoire latéral qui peut être la fin de l'IVA ou de la circonflexe qui va être en vert. En fait, même on peut mettre AVL en vert. Et puis tout le territoire inférieur qui va être en rouge. Ils ont mis coronaire à droite, mais en vrai la circonflexe elle peut irriguer parce qu'on n'a pas tous le même réseau coronaire. Certains ont une dominance de la coronaire droite, certains ont une dominance de la circonflexe. D'ailleurs, à ce propos, un petit mot sur la circonflexe, c'est quand même une saloperie d'artère. Des fois, elle se bouche et il n'y a pas de signe ECG. Faut faire gaffe. Voilà, donc comme j'avais dit, c'est vraiment un petit cours pour essayer de débroussailler tout ça. Pour plus d'infos, moi je vous conseille l'excellent livre L'aile du bain de la lecture accélérée de la lecture accélérée de l'ECG. Il est à 28 €, je crois. Il est disponible à la FNAC. Bon, moi perso, j'ai appris là-dessus. J'ai même appris sur le livre de mon papa qui datait de 1974 et comme ça n'a pas trop changé. C'est bien. Et l'autre site qui est très très complet, c'est le site du docteur Taboulé, e-cardiogramme. Il y a des tas d'exercices, il y a des tas de définitions, il y a des tas d'exemples, il y a des cours en ligne et vraiment c'est hyper bien fait.
Ah, c'est important, le truc que j'ai pas dit pour les troubles de la repolarisation, c'est qu'il y a l'excellente fiche qui est sur le site cardiomayotte.fr sur les troubles de la repolarisation chez le sujet noir, parce qu'en fait, les sujets, en fait, les définitions ECG, elles ont été faites chez les blancs et chez les caucasiens, et en fait, elles correspondent pas forcément aux standards noirs. Donc, on sait que les patients africains ont pour un tiers, voire la moitié, une HVG électrique qui ne correspond pas forcément à la réalité. Ils vont avoir plus de repolarisation précoce, des sus-décalage du segment ST en V1, V2. Et donc on a fait une petite fiche là-dessus, une petite vidéo avec Julie qui est dans les cours en ligne. Et les deux rêves que je vous ai donnés, e-cardiogramme et lecture ECG, là, ils sont aussi dans les liens utiles du site cardiomayotte.fr que je vous invite à explorer. Voilà, c'est fini pour moi.